Bonjour mes chers auditeurs, soyez les bienvenus dans une nouvelle histoire émouvante sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vous apporte un récit qui va toucher le cœur de chacun d'entre vous, une histoire qui prouve que les moments les plus inattendus de la vie peuvent tout changer à jamais. Imaginez un peu, une jeune employée de maison au cœur pur et à l'âme généreuse se retrouve face à une situation qu'elle n'aurait jamais pensé rencontrer. Son patron, un millionnaire connu pour sa froideur et sa méfiance, se trouve dans une position complètement vulnérable, ayant besoin de l'aide de quelqu'un, mais ce qui semblait être seulement un moment embarrassant se transforme en quelque chose de bien plus profond. Des heures de conversation, des secrets partagés, des regards qui se croisent, et soudain, deux mondes complètement différents commencent à s'unir d'une façon qu'aucun des deux n'imaginait possible. Mais pensez-vous que le destin laisserait cette union se faire en paix? Bien sûr que non, car quand le passé décide de refaire surface, quand quelqu'un décide de se venger, quand l'amour véritable est mis à l'épreuve, c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Avant de commencer, je veux remercier du fond du cœur chacun d'entre vous qui est ici avec moi aujourd'hui. Merci pour vos likes, pour vos commentaires affectueux, pour partager nos histoires avec les personnes que vous aimez. Et si vous ne faites pas encore partie de notre famille, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines histoires émouvantes qui arrivent. Maintenant, dites-moi, d'où nous écoutez-vous aujourd'hui? Laissez-le en commentaire, j'adore savoir d'où vient tant d'affection. Alors préparez vos cœurs, car notre histoire commence maintenant, et je vous garantis que vous n'arriverez pas à arrêter d'écouter jusqu'à la fin. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux de lin du château Beaumont, créant des motifs dorés sur le sol de marbre italien. Camille Dubois se déplaçait silencieusement dans les larges couloirs, ses pas étouffés par les tapis persans qui décorèrent la propriété depuis des générations. À 23 ans, elle avait une routine établie qui commençait toujours avant l'aube. D'abord, elle préparait le café dans l'immense cuisine, puis organisait les journaux français sur la table d'acajou de la bibliothèque, et enfin, elle commençait le nettoyage des chambres de l'étage supérieur. C'était une danse solitaire qu'elle exécutait à la perfection depuis 2 ans, depuis qu'elle avait obtenu l'emploi dans la propriété la plus respectée de Provence. La jeune femme s'arrêtait fréquemment devant les énormes fenêtres qui donnaient sur les vignobles s'étendant jusqu'à l'horizon. Les vignes étaient chargées à cette époque de l'année, promettant une récolte abondante qui enrichirait encore plus la famille Beaumont. Camille soupirait doucement, se souvenant de quand elle était enfant et courait dans les champs de lavande avec ses parents. À cette époque, elle n'imaginait pas qu'un jour elle travaillerait dans un château comme celui-ci, s'occupant de la maison de personnes qui vivaient dans un monde complètement différent du sien. Mais la vie avait d'autres plans pour elle, des plans qu'elle n'avait pas choisis, mais qu'elle acceptait avec la dignité silencieuse qui caractérisait sa personnalité. « Bonjour Camille », dit Madame Rousseau, la gouvernante principale, apparaissant à la porte de la bibliothèque. « Monsieur Beaumont est arrivé tard hier de son voyage d'affaires. Assurez-vous que son bureau soit impeccable quand il descendra. » La femme plus âgée observait la jeune fille avec approbation, notant comment elle gardait toujours ses cheveux châtains tirés en un chignon élégant, et comment son uniforme était toujours parfaitement repassé. Camille était différente des autres employés qui avaient déjà travaillé au château. Il y avait quelque chose en elle, une pureté authentique qui conquérait tout le monde sans effort. Camille hocha la tête, rangeant les produits de nettoyage dans son chariot. Le bureau de M. Beaumont était son endroit préféré dans la maison, non pas parce qu'il était le plus luxueux, mais parce qu'il révélait des morceaux de la personnalité de l'homme qu'elle voyait rarement. Les étagères étaient remplies de livres sur l'œnologie, l'histoire française et la littérature classique. Il y avait des photographies anciennes de la famille éparpillées sur le bureau, montrant des générations de Beaumont qui avaient construit l'empire viticole. Camille se demandait toujours comment ce serait de grandir dans une famille comme ça, avec des traditions centenaires et un héritage à préserver. C'était si différent de sa propre histoire, marquée par la perte précoce et la lutte constante pour survivre. En passant le chiffon sur la table de chêne massif, Camille se permit de se souvenir du jour où sa vie avait changé pour toujours. Elle n'avait que 16 ans quand l'accident s'était produit. Ses parents rentrèrent d'une fête dans la ville voisine quand la voiture avait dérapé sur la route mouillée par la pluie. La police avait dit que c'était instantané, qu'il n'avait pas souffert. Mais Camille avait souffert, et son petit frère Pierre aussi. D'un moment à l'autre, elle s'était retrouvée responsable d'un garçon de 12 ans, sans argent, sans famille, sans rien d'autre que la force de volonté qu'elle avait héritée de sa mère. « Tu es forte, ma chérie », disait toujours sa mère, « plus forte que tu ne l'imagines. » Ces mots résonnaient dans son esprit tous les jours.
lui donnant le courage d'affronter chaque défi. Le bruit de pas dans le couloir la ramena au présent. Camille organisa rapidement les derniers objets sur le bureau et sortit du bureau, fermant la porte silencieusement derrière elle. Il était important que les employés soient invisibles pendant la journée, surtout quand M. Beaumont était à la maison. Elle avait vu le patron seulement quelques fois en 2 ans, toujours de loin, toujours entouré d'hommes en costume qui parlèrent de chiffres et de contrats. Il semblait chargé d'une gravité qui pesait sur ses épaules, comme si le monde entier dépendait de ses décisions. Camille se demandait s'il souriait jamais, s'il se détendait jamais, s'il avait quelqu'un qui le faisait se sentir chez lui dans ce château immense. En montant les escaliers de marbre vers les chambres du 2e étage, Camille ne put s'empêcher d'admirer les tableaux qui décoraient les murs. C'étaient des paysages de Provence peints par des artistes célèbres, des portraits d'ancêtres et quelques œuvres modernes qu'elle ne pouvait pas comprendre complètement. Tout dans la maison criait raffinement et bon goût, depuis les lustres de cristal jusqu'aux meubles anciens qui valaient probablement plus qu'elle ne gagnerait dans toute sa vie. Mais étrangement, Camille ne ressentait pas de jalousie. Elle ressentait de la curiosité, de l'admiration et parfois une pointe de mélancolie pour toute cette beauté qui semblait si solitaire. La chambre principale était au bout du couloir, une suite énorme avec salle de bain privée et balcon donnant sur les jardins français. Camille gardait toujours cette chambre pour la fin parce qu'elle demandait plus de soins et d'attention aux détails. Elle frappa légèrement à la porte, attendant quelques secondes avant d'entrer. « Service », murmura-t-elle doucement. Le silence confirma que la chambre était vide, alors elle ouvrit la porte lentement et entra. Le lit king size dominait l'environnement, couvert de draps de soie bleu marine qui s'harmonisait parfaitement avec la décoration masculine de la chambre. Camille commença à faire le lit avec des mouvements précis, lissant chaque pli du tissu fin. Pendant qu'elle travaillait, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer le livre ouvert sur la table de chevet. C'était un volume de poésie de Baudelaire avec plusieurs pages marquées. Cela la surprit. Elle n'imaginait pas qu'un homme d'affaires si sérieux lisait de la poésie. Peut-être y avait-il plus de couches chez M. Beaumont qu'elle ne le pensait. En terminant la chambre principale, Camille descendit à la cuisine pour préparer le déjeuner. Pierre arriverait de l'école dans quelques heures, et elle gardait toujours un peu de la nourriture qu'elle préparait au château pour l'emporter à la maison. Madame Rousseau faisait semblant de ne pas remarquer, mais Camille savait que la gouvernante approuvait sa dévotion à son frère. C'était un arrangement silencieux qui fonctionnait bien pour tout le monde. Pendant qu'elle coupait des légumes pour la soupe, Camille pensait à Pierre et à comme il grandissait trop vite. Bientôt, il allait devoir décider pour l'université, pour son avenir, et elle voulait s'assurer qu'il aurait toutes les opportunités qu'il méritait. Le bruit d'une voiture arrivant la fit regarder par la fenêtre de la cuisine. C'était la Mercedes noire de M. Beaumont, conduite par le chauffeur particulier. Camille observa discrètement pendant que le patron sortait de la voiture. Il semblait fatigué, avec les épaules tendues et une expression distante. Il portait un costume gris impeccable, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui transmettait une tristesse profonde. Pendant un moment, leurs regards se croisèrent à travers la fenêtre, et Camille sentit son cœur s'accélérer inexplicablement. Elle détourna rapidement le regard, se concentrant à nouveau sur les légumes, mais l'image de ses yeux bleus resta gravée dans son esprit pour le reste de la journée. Alexandre Beaumont ferma à porta dessus à Mercedes et respira profondément l'air parfumé de Provence qui portait les senteurs de lavande et de thym sauvage. Le voyage d'affaires à Paris avait été épuisant. 3 jours de réunions interminables avec des investisseurs qui ne comprenaient rien à la passion qui animait la production de vin. Pour eux, c'étaient seulement des chiffres sur un bilan, des pourcentages de profit et des projections de marché. Mais pour Alexandre, chaque bouteille qui sortait de ses caves représentait des siècles d'histoire familiale, le travail de générations qui avaient consacré leur vie à perfectionner l'art de transformer le raisin en nectar divin. À 35 ans, il portait le poids de cet héritage sur ses épaules avec une gravité qui l'isolait du monde. En montant les marches de pierre qui menaient à l'entrée principale du château, Alexandre remarqua les fenêtres impeccablement nettoyées qui brillaient sous le soleil de l'après-midi. Quelqu'un avait pris soin de chaque détail de sa propriété pendant son absence, et il appréciait cette attention silencieuse. Madame Rousseau dirigeait le personnel avec une efficacité remarquable, s'assurant que tout fonctionnait parfaitement, même quand il n'était pas là. C'était un soulagement de savoir qu'il pouvait faire confiance à certaines personnes, une qualité rare dans son monde où la plupart des gens n'approchèrent de lui que par intérêt. Les trahisons du passé lui avaient appris à être méfiant,
à garder ses distances émotionnelles même avec ceux qui travaillaient pour lui depuis des années. Le hall d'entrée l'accueillit avec sa grandeur familière, les murs ornés de portraits d'ancêtres qui semblaient le regarder avec expectative. Alexandre se dirigea directement vers son bureau, laissant sa mallette en cuir sur le canapé, avant de s'approcher de la fenêtre qui donnait sur les vignobles. C'était la vue qui l'apaisait le plus. Ces rangées parfaites de vignes qui s'étendaient vers les collines sous un ciel d'un bleu éclatant. Ici, dans cette terre que sa famille possédait depuis le XVIIIe siècle, il trouvait une paix que les salles de réunion parisiennes ne pouvaient jamais lui offrir. Ses grands-parents lui avaient transmis non seulement un empire commercial, mais aussi un amour profond pour la terre et ses cycles éternels. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées contemplatives. « Monsieur Beaumont, Madame Élise Moreau demande à vous parler », annonça la voix de Madame Rousseau. Alexandre sentit ses muscles se tendre immédiatement. Élise. Ce nom seul suffisait à réveiller des souvenirs qu'il préférait garder enterrés dans les recoins les plus sombres de son esprit. Ils avaient été fiancés il y a 3 ans, une union qui promettait de combiner 2 des plus importantes familles viticoles de France. Mais Alexandre avait découvert la vraie nature d'Élise juste à temps, sa capacité de manipulation, son ambition dévorante qui ne reculait devant rien pour obtenir ce qu'elle voulait. Rompre ses fiançailles avait été une des décisions les plus difficiles de sa vie, mais aussi une des plus nécessaires. « Dites-lui que je ne suis pas disponible », répondit Alexandre d'une voix ferme. Mais avant que Madame Rousseau puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit et Élise entra, élégante comme toujours, dans une robe rouge qui épousait parfaitement ses formes. Ses cheveux blonds tombaient en vagues parfaites sur ses épaules, et son sourire était celui qu'elle réservait aux occasions où elle voulait quelque chose. Alexandre connaissait ce sourire. Il l'avait vu trop de fois pendant leur relation tumultueuse. « Alexandre, mon chéri, tu m'as tellement manqué », dit-elle, en s'approchant de lui avec une assurance qui l'irritait profondément. « Élise, qu'est-ce que tu fais ici ?» Alexandre maintint une distance physique entre eux, contournant son bureau pour créer une barrière protectrice. « Je pensais avoir été clair la dernière fois que nous nous sommes parlé. » Son ton était glacial, mais Élise ne semblait pas découragée. Elle s'assit dans l'un des fauteuils en cuir face au bureau, croisant les jambes avec une élégance calculée. « Oh, Alexandre, toujours si formel. Je passais simplement dans la région et j'ai pensé que nous pourrions discuter comme des adultes civilisés. Après tout, nous avons partagé tant de choses ensemble. » Sa voix portait une nuance de nostalgie qui sonnait faux aux oreilles d'Alexandre. « Nous n'avons rien à discuter, Élise. Notre histoire est terminée depuis longtemps. » Alexandre s'installa dans son fauteuil, gardant ses mains jointes sur le bureau pour éviter de révéler la tension qui l'habitait. Il connaissait Élise assez bien pour savoir qu'elle ne venait jamais sans arrière-pensée. « Tu sais, j'ai rencontré ton frère à Paris la semaine dernière, » continua-t-elle, ignorant complètement son refus. « Il m'a dit que les affaires n'allaient pas très bien pour toi. Les nouveaux concurrents, les changements du marché, c'est difficile de maintenir une entreprise familiale dans le monde moderne, n'est-ce pas ?» Ces mots étaient choisis avec précision, visant exactement les points sensibles qu'elle connaissait trop bien. Alexandre sentit la colère monter en lui, mais il la contrôla avec l'habitude née de nombreuses années à diriger des négociations complexes. « Mes affaires se portent très bien. Merci de t'en inquiéter. Et maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai du travail. » Il se leva, signalant clairement que la conversation était terminée. Mais Élise ne bougea pas de son fauteuil. « Alexandre, tu ne peux pas continuer à fuir le passé éternellement. Nous étions bons ensemble, nous formions une équipe parfaite. Pense à tout ce que nous pourrions accomplir si nous unissions nos forces à nouveau. » Sa voix s'adoucit, prenant cette tonalité séductrice qu'elle maîtrisait si bien. « La seule chose que nous accomplirions ensemble serait la destruction mutuelle, » répliqua Alexandre, avec une amertume qu'il ne cherchait plus à cacher. « Tu as montré ton vrai visage, Élise. Tu as essayé de manipuler mes associés, de semer la discorde dans ma famille, tout cela pour me contraindre à t'épouser. Je ne commettrai pas 2 fois la même erreur. » Les mots sortaient avec une force qui surprit même Alexandre. Il avait gardé ses sentiments enfermés si longtemps qu'il était libérateur de les exprimer enfin ouvertement. Élise se leva lentement, son masque de douceur glissant pour révéler momentanément la froideur calculatrice qui se cachait dessous. « Tu le regretteras, Alexandre. Tu ne peux pas me rejeter comme ça et t'attendre à ce que je disparaisse simplement. » Puis, reprenant contrôle d'elle-même, elle sourit à nouveau, mais cette fois le sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Enfin, nous verrons bien. J'espère que tu seras heureux avec tes vignes et ta solitude. » Elle se dirigea vers la porte, s'arrêtant sur le seuil pour lui lancer un dernier regard chargé de promesses inquiétantes.
Quand elle fut partie, Alexandre s'effondra dans son fauteuil, passant ses mains dans ses cheveux bruns avec lassitude. Élise avait le don de réveiller en lui tous les démons qu'il essayait de maintenir en sommeil. La solitude qu'elle avait mentionnée était réelle, mais il la préférait 100 fois aux complications toxiques qu'elle apportait dans sa vie. Au moins, dans sa solitude, il était en paix. Il pouvait se concentrer sur son travail, sur ses vignes, sur la préservation de l'héritage familial, sans avoir à constamment surveiller ses arrières. Le bruit discret de pas dans le couloir attira son attention vers la fenêtre. Il aperçut une silhouette féminine qui traversait la cour intérieure, portant un panier de linge fraîchement repassé. C'était l'une des employées de maison, une jeune femme, qu'il avait remarquée occasionnellement, mais avec qui il n'avait jamais eu d'interaction directe. Il y avait quelque chose dans sa démarche, une grâce naturelle et une détermination tranquille qui contrastaient fortement avec l'artifice calculé d'Élise. Pour la première fois depuis des heures, Alexandre sentit ses épaules se détendre légèrement. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la visite importune d'Élise et Alexandre avait presque réussi à oublier ses menaces voilées. La saison des vendanges approchait et toute son attention était concentrée sur la préparation de cette période cruciale qui déterminerait la qualité du millésime de cette année. Les journées étaient longues, remplies de dégustations avec son maître de chai et de réunions avec les équipes de vendangeurs qui arriveraient bientôt des villages environnants. C'était la période de l'année qu'Alexandre préférait, quand le château s'animait d'une activité fébrile et que chaque décision pouvait influencer le destin de milliers de bouteilles. Ce soir-là, après une journée particulièrement épuisante passée dans les vignobles à vérifier la maturité des grappes, Alexandre s'installa dans son bureau avec un verre de son meilleur Bordeaux. Les chiffres de vente du trimestre précédent étaient excellents, confirmant que sa stratégie de se concentrer sur la qualité plutôt que sur la quantité portait ses fruits. Il sourit en pensant aux commentaires dédaigneux d'Élise sur ses difficultés financières. Ses caves n'avaient jamais été aussi prospères. Peut-être était-il enfin parvenu à construire quelque chose de solide, quelque chose qui ne dépendait que de son travail et de sa passion, loin des intrigues et des manipulations de son ancien monde. Le téléphone sonna vers 22 heures, un appel qui le surprit par son timing tardif. « Monsieur Beaumont, j'ai Madame Moreau en ligne. »« Elle dit que c'est urgent », annonça la voix ensommeillée de Madame Rousseau. Alexandre hésita un moment puis décida de prendre l'appel. Il valait mieux savoir ce qu'Élise planifiait plutôt que de l'ignorer complètement. « Alexandre, je suis désolé de t'appeler si tard, » dit Élise, sa voix portant une note de vulnérabilité qu'il ne lui connaissait pas. « J'ai eu un accident de voiture près de ton château. Rien de grave, mais ma voiture ne démarre plus et il n'y a aucun garage ouvert à cette heure. Pourrais-tu m'aider ?» Malgré tout ce qui s'était passé entre eux, Alexandre ne pouvait pas laisser quelqu'un en détresse sur les routes de campagne au milieu de la nuit. « Où es-tu exactement ?» demanda-t-il en enfilant sa veste. Élise lui donna des indications précises, prétendant être coincée près du vieux pont qui enjambait la rivière, à quelques kilomètres du château. « J'arrive dans 15 minutes, » dit Alexandre avant de raccrocher. Il prit les clés de sa Range Rover et sortit dans la nuit fraîche de septembre, ne remarquant pas la silhouette qu'il observait depuis les buissons près du portail. La route vers le pont était déserte, éclairée seulement par les phares de sa voiture et la lune presque pleine qui brillait au-dessus des collines. Alexandre roulait lentement, scrutant les bas-côtés à la recherche de la voiture d'Élise. Mais quand il arriva au pont, il n'y avait aucune trace d'accident, aucun véhicule en panne. Il s'arrêta et sortit de sa voiture, appelant le nom d'Élise dans le silence de la nuit. Seul le bruit de l'eau qui coulait sous le pont lui répondit. Une sensation d'inquiétude commença à naître dans son esprit. Quelque chose ne collait pas dans cette histoire. Son téléphone vibra avec un message d'Élise. « Finalement, j'ai trouvé de l'aide. Merci quand même. Désolé du dérangement. » Alexandre fronça les sourcils, une colère sourde montant en lui. Elle lui avait fait perdre son temps avec un mensonge, une manipulation de plus dans son répertoire déjà bien garni. Il remonta dans sa voiture et prit le chemin du retour, se promettant de ne plus jamais répondre à ses appels, quels que soient les prétextes qu'elle invoquerait. La route de retour lui sembla interminable, sa fatigue accentuée par la frustration et l'irritation que cette sortie inutile avait provoquée. De retour au château, Alexandre gara sa voiture et entra par la porte de service pour éviter de réveiller le personnel. Les couloirs étaient plongés dans l'obscurité, éclairés seulement par les veilleuses discrètes qui permettaient de naviguer en sécurité pendant la nuit. Il monta directement à sa chambre, ses pas résonnant doucement sur le marbre des escaliers. Tout ce qu'il voulait maintenant, c'était prendre une douche chaude et oublier cette soirée gâchée par la dernière manipulation d'Élise.
Il poussa la porte de sa chambre et alluma la lumière, se dirigeant vers la commode pour prendre des vêtements de nuit. Mais quelque chose était différent dans l'atmosphère de la pièce. Une odeur subtile qu'il ne reconnaissait pas, un léger désordre dans l'arrangement habituel des objets sur sa table de chevet. Alexandre s'arrêta, tous ses sens en alerte. Son instinct, aiguisé par des années de négociations difficiles, lui disait qu'il n'était pas seul. Il se retourna lentement et découvrit avec stupéfaction qu'Élise était assise dans le fauteuil près de la fenêtre, tenant un verre de ce qui semblait être du vin rouge. « Bonsoir Alexandre », dit-elle avec un sourire qui lui glaça le sang. « J'espère que tu ne m'en veux pas d'avoir pris un peu d'avance sur notre petite réunion. Comment es-tu entré ici ?» La voix d'Alexandre était dure, contrôlée malgré la colère qui bouillonnait en lui. « Et que fais-tu dans ma chambre ?» Élise se leva gracieusement, s'approchant de lui avec le verre tendu comme une offrande. « J'ai mes moyens, tu sais, et j'ai pensé que nous pourrions avoir une conversation plus intime que la dernière fois. Tiens, bois quelque chose, tu as l'air tendu. » Sa voix était douce, presque hypnotique, mais Alexandre n'était pas dupe de ses charmes. Il recula, refusant le verre qu'elle lui tendait. « Sors d'ici immédiatement, Élise, ou j'appelle la police. » Alexandre était parfaitement sérieux, mais Élise éclata de rire, un son cristallin qui résonna étrangement dans l'atmosphère tendue de la chambre. « Oh, Alexandre, toujours si dramatique, je veux juste discuter de notre avenir. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi depuis notre dernière rencontre, et je pense que nous nous sommes mal compris. » Elle continuait à s'approcher, et Alexandre se rendit compte qu'il était maintenant dos au mur, près de son lit. L'odeur qu'il avait remarquée plus tôt était plus forte maintenant. C'était un parfum qu'Élise portait toujours, un mélange de jasmin et de musc qui avait autrefois pu l'attirer, mais qui maintenant lui donnait la nausée. « Il n'y a aucun malentendu, Élise. C'est terminé entre nous, définitivement. » Alexandre essaya de contourner Élise pour atteindre la porte, mais elle bougea pour lui bloquer le passage. « Tu sais quoi ? Tu as raison. Nous avons besoin de parler calmement. » Il prit le verre qu'elle lui tendait toujours, faisant semblant de céder à ses avances. « À quoi buvons-nous » demanda-t-il en portant le verre à ses lèvres. Élise sourit, visiblement satisfaite de cette capitulation apparente. « À nous, naturellement. À notre réconciliation. » Alexandre fit semblant de boire, mais quelque chose dans le goût du vin l'alerta immédiatement. Il avait goûté assez de vin dans sa vie pour reconnaître quand quelque chose avait été altéré. Il reposa le verre brutalement sur la table de chevet, renversant une partie du liquide. « Qu'est-ce que tu as mis là-dedans » Sa voix était maintenant ouvertement menaçante. Élise perdit son sourire, et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la chambre, elle sembla incertaine. « Je ne vois pas de quoi tu parles, c'est juste du vin de ta propre cave. » Mais Alexandre avait déjà compris. Les quelques gorgées qu'il avait avalées commençaient à faire effet. Une sensation d'engourdissement se répandait dans ses membres, et ses pensées devenaient de plus en plus confuses. « Tu m'as drogué » murmura-t-il, ses forces l'abandonnant progressivement. Élise retrouva son assurance, regardant Alexandre s'effondrer sur le lit avec une satisfaction évidente. « Tu ne m'as pas laissé le choix, mon chéri. Tu refuses d'écouter la raison. Alors j'ai dû prendre des mesures plus persuasives. » Elle sortit des cordes de son sac à main, des liens qu'elle avait manifestement préparés à l'avance. « Ne t'inquiète pas, ce ne sera pas permanent. Juste assez longtemps pour que tu comprennes que nous sommes destinés à être ensemble. » Alexandre essaya de résister, mais ses muscles ne répondaient plus à sa volonté. Il sentit Élise attacher ses poignets au montant du lit, puis ses chevilles, le laissant complètement vulnérable et humilié. « Maintenant, mon cher Alexandre, nous allons voir combien de temps tu pourras maintenir ta fierté quand les autres te verront dans cette position. » Élise ajusta ses vêtements pour donner l'impression d'une situation encore plus compromettante. « Demain matin, quand le personnel viendra faire le ménage, ils découvriront leur patron si respectable dans une situation très embarrassante. Et naturellement, l'histoire se répandra. Ta réputation, ton image parfaite, tout sera ruiné. À moins, bien sûr, que tu acceptes enfin de m'épouser. » Elle ramassa son sac et se dirigea vers la porte, s'arrêtant pour admirer son œuvre. « Dors bien, Alexandre. Demain sera le premier jour de notre nouvelle vie ensemble. » La porte se referma doucement derrière elle, laissant Alexandre seul dans l'obscurité, attaché et humilié, comprenant enfin jusqu'où Élise était prête à aller pour le récupérer. Les heures qui suivirent furent les plus longues de sa vie, oscillant entre la rage impuissante et la terreur de ce qui l'attendait au matin quand quelqu'un découvrirait sa situation. Les premiers rayons du soleil de septembre filtraient à travers les rideaux de la chambre principale quand Camille monta silencieusement l'escalier avec son chariot de nettoyage.
Elle avait commencé sa journée encore plus tôt que d'habitude ce matin-là, car Madame Rousseau lui avait demandé de terminer l'étage supérieur avant midi pour pouvoir se concentrer sur les préparatifs de la réception que M. Beaumont organisait le week-end suivant. Camille appréciait ces moments matinaux, quand le château était encore plongé dans le silence, quand elle pouvait travailler en paix sans déranger personne. C'était son heure préférée de la journée, quand la lumière dorée du matin transformait même les tâches les plus simples en quelque chose de presque magique. Elle s'arrêta devant la porte de la chambre de M. Beaumont, écoutant attentivement pour s'assurer qu'il n'était pas encore réveillé. Habituellement, il descendait prendre son petit déjeuner vers 8 heures, et il était seulement 7h30. Le silence complet la rassura. Il devait encore dormir après sa sortie tardive de la veille. Camille avait entendu sa voiture partir vers 22 heures, puis revenir vers minuit. Elle se demandait souvent où il allait pendant ses sorties nocturnes, s'il avait quelqu'un dans sa vie qui l'attendait quelque part. Cette pensée lui serrait toujours un peu le cœur, bien qu'elle ne comprenne pas pourquoi elle se souciait autant de la vie privée de son employeur. Camille frappa doucement à la porte, attendant quelques secondes avant de murmurer « service de ménage » en français, comme elle le faisait toujours. N'entendant aucune réponse, elle tourna lentement la poignée et poussa la porte. Mais au lieu du silence paisible qu'elle attendait, elle entendit un gémissement étouffé qui lui glaça le sang. Son premier instinct fut de reculer et de refermer la porte immédiatement, pensant qu'elle interrompait peut-être une situation privée. Mais quelque chose dans ce son, une note de détresse qui ne ressemblait pas à du plaisir, la fit hésiter. « Monsieur » appela-t-elle doucement, poussant la porte un peu plus large. Ce qu'elle découvrit la figea sur place pendant plusieurs secondes, son cerveau refusant d'abord de traiter ce qu'elle voyait. Alexandre Beaumont était attaché au lit, les poignets et les chevilles liés au montant avec des cordes qui semblaient serrées au point de marquer sa peau. Il portait seulement ses sous-vêtements, et ses cheveux habituellement parfaitement coiffés étaient ébouriffés. Ses yeux, quand ils se posèrent sur elle, exprimaient un mélange de honte profonde et de soulagement désespéré. Le premier réflexe de Camille fut d'être mortifiée par cette intrusion involontaire dans l'intimité de son employeur. Son visage s'empourpra immédiatement, et elle détourna instinctivement le regard. « Oh mon Dieu, monsieur, je suis désolé. Je ne savais pas que… » Mais avant qu'elle puisse terminer sa phrase et battre en retraite, Alexandre parla d'une voix rauque et urgente. « S'il vous plaît, ne partez pas. J'ai besoin d'aide. » Ces mots, prononcés avec une vulnérabilité que Camille ne lui avait jamais entendue, l'arrêtèrent net. Elle se força à le regarder à nouveau, cette fois en se concentrant sur son visage plutôt que sur la situation embarrassante. Elle y vit une détresse authentique qui dépassa immédiatement sa propre gêne. « Que s'est-il passé? Êtes-vous blessé ?» demanda-t-elle en s'approchant prudemment du lit. Alexandre ferma les yeux un moment, rassemblant visiblement son courage pour expliquer la situation humiliante dans laquelle il se trouvait. « Quelqu'un m'a drogué hier soir et m'a attaché ici. Je ne peux pas me libérer seul. » Sa voix était tendue par l'effort de maintenir une certaine dignité malgré les circonstances. Camille sentit immédiatement une vague de compassion submerger toute autre considération. Peu importait que cet homme soit son employeur, peu importaient les différences sociales qui les séparaient. Il était en détresse et avait besoin d'aide. « Qui a fait ça ?» demanda-t-elle en commençant à examiner les nœuds qui maintenaient ses poignets. « Quelqu'un que je connaissais, quelqu'un en qui j'avais confiance autrefois, » répondit Alexandre avec amertume. « Mais ça n'a plus d'importance maintenant. S'il vous plaît, pouvez-vous me détacher ?» Et il hésita, sa fierté luttant contre sa situation désespérée. « Pouvez-vous garder cela secret? Si cette histoire se répand… »« Bien sûr, monsieur. Je ne dirai rien à personne, » assura immédiatement Camille, comprenant instinctivement à quel point cette situation était délicate pour lui. Elle commença à travailler sur les nœuds de son poignet droit, découvrant rapidement qu'ils avaient été serrés avec une expertise malveillante. Celui ou celle qui avait fait cela avait voulu s'assurer qu'Alexandre ne puisse pas se libérer facilement. « Ces cordes sont vraiment serrées, » murmura-t-elle, en essayant différentes approches pour desserrer le nœud. « Ça va prendre du temps. » Alexandre hocha la tête, reconnaissant malgré lui l'ironie de la situation. La personne qui venait à son secours était la seule employée de la maison avec qui il n'avait jamais eu de conversation directe, et pourtant, elle faisait preuve d'une délicatesse et d'une discrétion qui contrastaient fortement avec les intentions malveillantes de sa tortionnaire. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il doucement pendant qu'elle continuait à travailler sur les liens. « Camille, monsieur, Camille Dubois. » Sa voix était concentrée, toute son attention focalisée sur sa tâche. « Merci, Camille.
Je suis désolé que vous ayez à voir ça. » Les mots sortaient avec difficulté, chargés d'une humiliation qu'Alexandre avait rarement ressentie dans sa vie adulte. Camille s'arrêta un moment et le regarda directement dans les yeux. « Vous n'avez pas à vous excuser, monsieur. Vous êtes la victime ici, pas le coupable. » Sa simplicité et sa sincérité touchèrent à quelque chose de profond en Alexandre, quelque chose qu'il avait cru mort depuis longtemps. Pendant qu'elle travaillait, une conversation étrange et intime commença à se développer entre eux. L'adrénaline et la vulnérabilité de la situation semblaient avoir abattu toutes les barrières habituelles entre employeur et employé. « Vous devez me prendre pour un idiot, » dit Alexandre avec un rire amer, « me laisser piéger si facilement. » Camille secoua la tête sans lever les yeux de sa tâche. « Nous faisons tous confiance aux mauvaises personnes parfois. Ça ne fait pas de nous des idiots, juste des humains. » Cette réponse surprit Alexandre par sa maturité et sa perspicacité. Il commença à regarder vraiment cette jeune femme qui s'acharnait patiemment sur ses liens, remarquant pour la première fois la grâce de ses mouvements, la détermination dans ses yeux verts, la façon dont ses cheveux châtains échappaient légèrement de son chignon strict. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» demanda-t-il, réalisant qu'il ne savait pratiquement rien de la vie de cette personne qui partageait maintenant son moment le plus vulnérable. « 2 ans, monsieur, » répondit Camille, ses doigts continuant leur travail minutieux. « J'habite au village avec mon petit frère. Nos parents sont morts quand j'avais 16 ans. » Elle dit cela sans apitoiement, comme un simple fait, mais Alexandre perçut la force silencieuse qui avait dû être nécessaire pour survivre à une telle épreuve si jeune. « Je suis désolé pour vos parents, » dit-il sincèrement. « Élever un frère à 16 ans, ça a dû être difficile. » Camille sourit légèrement, le premier vrai sourire qu'Alexandre lui ait jamais vu. « Pierre est un bon garçon. Il vaut tous les sacrifices. » Le premier nœud céda enfin, libérant le poignet droit d'Alexandre. Camille massa doucement la zone meurtrie, où la corde avait laissé des marques rouges. Un geste si naturellement compatissant qu'Alexandre sentit sa gorge se serrer. « Ça va mieux ?» demanda-t-elle, et il hocha la tête, incapable de parler pendant un moment. Personne ne l'avait touché avec une telle tendresse depuis très longtemps, et l'effet était plus troublant qu'il ne voulait l'admettre. Elle passa au poignet gauche, et la conversation reprit son cours étrange et intime. « Parlez-moi de votre frère, » dit Alexandre, trouvant curieusement réconfortant de se concentrer sur la vie de quelqu'un d'autre. Camille sourit en parlant de Pierre, de ses études, de ses rêves de devenir ingénieur. « Il est tellement intelligent, monsieur. Parfois je me dis que nos parents seraient fiers de ce qu'il est devenu. » Alexandre écouta, fasciné par l'amour inconditionnel dans sa voix, par cette capacité à trouver la joie et l'espoir malgré les difficultés. « Et vous, quels étaient vos rêves avant ?» Il laissa la question en suspens, mais Camille comprit. « J'aimais lire, écrire. Je voulais peut-être enseigner un jour, mais la vie en a décidé autrement. » Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, seulement une acceptation paisible qui impressionna Alexandre. « Ce n'est pas trop tard, vous savez. Vous êtes encore jeune. » Camille rit doucement. « Peut-être. Pour l'instant, je me contente de m'assurer que Pierre ait toutes les chances que je n'ai pas eues. » Le deuxième nœud céda, et Camille passa au lien de ses chevilles. Cette proximité physique, cette intimité forcée par les circonstances, créait entre eux une connexion qu'aucun des deux n'avait anticipée. Alexandre découvrait une femme d'une force et d'une beauté intérieure remarquables, tandis que Camille voyait au-delà de l'image du patron distant et froid pour découvrir un homme capable de vulnérabilité et de sincérité. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda soudain Alexandre. « Vous auriez pu partir, alerter Madame Rousseau, éviter de vous impliquer dans cette situation embarrassante. » Camille s'arrêta un moment, réfléchissant à sa réponse. Parce que c'était la bonne chose à faire. Et parce que personne ne devrait être laissé seul dans un moment comme celui-ci. Sa simplicité bouleversa Alexandre plus que tous les discours sophistiqués qu'il avait entendus dans sa vie. Quand le dernier lien céda enfin, Alexandre était libre mais transformé. Ses heures passées à parler avec Camille avaient révélé des aspects de lui-même qu'il avait oubliés et lui avaient montré une forme de bonté authentique qu'il croyait disparue du monde. « Merci », dit-il simplement, s'asseyant au bord du lit et massant ses poignets endoloris. « Je vous dois plus que je ne pourrai jamais rembourser. » Camille rassemblait déjà les cordes, s'apprêtant à effacer toute trace de ce qui s'était passé. « Vous ne me devez rien, monsieur. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. » Elle s'apprêtait à partir, mais Alexandre la retint d'un geste. « Camille, cela restera entre nous, mais sachez que cette matinée a été éclairante. Merci de m'avoir montré qu'il existe encore des personnes bonnes dans ce monde. » Leurs regards se croisèrent un long moment, et tous deux sentirent que quelque chose d'irréversible venait de se passer entre eux. Les jours qui suivirent cette matinée extraordinaire
apportèrent un changement subtil mais perceptible dans l'atmosphère du château Beaumont. Alexandre ne pouvait pas oublier la bonté naturelle que Camille avait démontrée dans un moment où il était complètement vulnérable. Cette expérience avait créé entre eux un lien invisible qui transformait chaque interaction quotidienne, même la plus banale, en quelque chose de chargé de sens. Il se surprenait à attendre les moments où il pourrait l'apercevoir dans les couloirs, travaillant avec cette grâce tranquille qui le fascinait maintenant qu'il avait découvert la force de caractère qui se cachait derrière. Le lendemain de l'incident, Alexandre avait cherché une occasion de parler à nouveau avec Camille. Il l'avait trouvée dans la bibliothèque, époussetant soigneusement les reliures anciennes, avec une attention qui révélait son respect pour les livres. « Bonjour Camille », avait-il dit doucement pour ne pas la faire sursauter. Elle s'était retournée, ses joues rougissant légèrement à sa vue. « Bonjour Monsieur Beaumont, comment allez-vous aujourd'hui ?» Sa sollicitude naturelle le touchait profondément. « Grâce à vous, je vais bien. Je voulais vous demander, accepteriez-vous que je vous offre quelque chose? Une compensation pour votre aide et votre discrétion ?» Camille avait secoué la tête avec cette simplicité qui la caractérisait. « Ce n'est vraiment pas nécessaire, monsieur. J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait à ma place. » Mais Alexandre savait que c'était faux. N'importe qui n'aurait pas réagi avec cette délicatesse, cette absence totale de curiosité malsaine ou de désir de profiter de la situation. « Alors laissez-moi au moins vous offrir l'accès à cette bibliothèque pendant votre temps libre. J'ai remarqué la façon dont vous regardez les livres. » Les yeux de Camille s'étaient illuminés d'une façon qui avait serré le cœur d'Alexandre. « Vous feriez vraiment ça? Il y a des éditions ici que je n'ai jamais eu la chance de voir. » Son enthousiasme authentique pour la littérature révélait une facette de sa personnalité qu'Alexandre trouvait irrésistiblement attirante. « Considérez cette bibliothèque comme la vôtre, » avait-il dit, et le sourire qu'elle lui avait offert en retour était resté gravé dans sa mémoire pour le reste de la journée. Cette première conversation avait ouvert la voie à d'autres échanges, d'abord formels puis progressivement plus personnels. Alexandre commençait à adapter son emploi du temps pour croiser Camille plus souvent, trouvant des prétextes pour passer dans les pièces où elle travaillait. Il découvrait qu'elle avait des opinions réfléchies sur les livres qu'elle empruntait, qu'elle s'intéressait à l'histoire de la région, qu'elle avait une connaissance surprenante des vins malgré ses origines modestes. « Mon père travaillait aux vendanges quand j'étais petite », lui avait-elle expliqué un jour. « Il m'emmenait parfois et me parlait des différents cépages, de l'importance du terroir. C'est lui qui m'a appris à respecter le travail de la vigne. » Un après-midi, alors qu'une pluie fine tombait sur les vignobles, Alexandre était dans son bureau quand il entendit des éternuements répétés venant du couloir. Il sortit et trouva Camille, qui essayait discrètement de se moucher, visiblement souffrante. « Vous êtes malade », constata-t-il avec inquiétude. Camille essaya de minimiser, comme elle le faisait toujours. « Ce n'est rien, monsieur, juste un petit rhume. Ça va passer. » Mais Alexandre voyait bien qu'elle avait de la fièvre, que ses mains tremblèrent légèrement. « Vous devriez rentrer chez vous reposer, » insista-t-il. « Je ne peux pas, monsieur. Pierre a un examen important demain. Il a besoin d'un environnement calme pour étudier. Et puis, Madame Rousseau compte sur moi pour terminer. » Alexandre l'interrompit d'un geste ferme. « Madame Rousseau s'adaptera. Et votre frère peut étudier ici, dans la petite bibliothèque du premier étage. Personne ne le dérangera. » Camille le regarda avec surprise, touchée par cette attention inattendue. « Vous feriez ça? Permettre à Pierre de venir ici ?» Alexandre hocha la tête. « Allez le chercher. Je vais demander qu'on prépare une tisane et qu'on allume un feu dans le salon bleu. Vous avez besoin de repos. » Cette sollicitude de la part de son employeur bouleversa Camille plus qu'elle ne voulait l'admettre. Quand Pierre arriva au château une heure plus tard, portant son sac d'école et visiblement intimidé par la grandeur des lieux, Alexandre prit le temps de l'accueillir personnellement. Le jeune homme de 19 ans ressemblait à sa sœur, avec les mêmes yeux verts et la même expression ouverte et honnête. « Merci de recevoir ma sœur, monsieur », dit-il poliment. « Elle ne se plaint jamais, mais je vois bien qu'elle se fatigue trop. » Alexandre fut touché par la maturité de ce jeune homme et par l'amour évident qu'il portait à sa sœur. Camille travaille remarquablement bien. C'est normal qu'elle prenne du repos quand elle en a besoin. Pendant que Pierre s'installait pour étudier, Alexandre monta voir Camille qui s'était endormie sur le canapé du salon bleu, emmitouflée dans un plaid de cachemire. La fièvre avait coloré ses joues et dans son sommeil, elle paraissait plus jeune, plus vulnérable. Alexandre resta un moment à l'observer, surpris par l'intensité de ce qu'il ressentait en la regardant. Ce n'était plus seulement de la gratitude pour son aide ou de l'admiration pour son caractère. Quelque chose de plus profond était en train de naître en lui, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps.
Le soir même, après que Pierre fut rentré chez lui avec sa sœur qui allait déjà mieux, Alexandre reçut un appel qui le ramena brutalement à la réalité. C'était Madame Rousseau, visiblement agitée. « Monsieur, j'ai eu une visite aujourd'hui. Madame Moreau est venue aux cuisines poser des questions sur le personnel. Elle voulait savoir qui travaillait le matin, qui avait accès à votre chambre. » La colère monta immédiatement en Alexandre. Élise continuait donc son jeu pervers, cherchant probablement à découvrir qui avait pu contrecarrer son plan. « Qu'avez-vous dit » demanda Alexandre, sa voix durcie par l'inquiétude. « Rien, bien sûr. J'ai dit que c'était confidentiel et que si elle avait des questions, elle devait s'adresser directement à vous. Mais elle a insisté, monsieur. Elle semblait particulièrement intéressée par les jeunes femmes du personnel. » Alexandre sentit un frisson de peur. Si Élise découvrait que Camille l'avait aidée, elle pourrait s'en prendre à elle par vengeance. Cette pensée lui était insupportable. « Madame Rousseau, si Madame Moreau revient, appelez-moi immédiatement. Et assurez-vous que tout le personnel sache qu'ils ne doivent répondre à aucune de ces questions. » Cette nuit-là, Alexandre ne dormit pas. L'idée qu'Élise puisse découvrir l'identité de sa sauveuse et lui faire du mal le tourmentait. Il commençait à réaliser que ses sentiments pour Camille dépassaient largement la simple reconnaissance. La voir malade l'après-midi même lui avait fait comprendre à quel point elle comptait pour lui maintenant. Sa préoccupation n'était plus seulement celle d'un employeur pour une employée compétente, mais celle d'un homme, pour une femme qui avait touché son cœur de manière inattendue et profonde. Le lendemain matin, Alexandre guettait l'arrivée de Camille avec une impatience qu'il ne cherchait plus à cacher. Quand elle apparut, fraîche et souriante, complètement remise de son malaise, il sentit un soulagement intense l'envahir. « Bonjour, monsieur », dit-elle avec cette simplicité qui le charmait toujours. « Merci encore pour hier. Pierre n'en revenait pas de pouvoir étudier dans une si belle bibliothèque. » Alexandre sourit, heureux de voir qu'elle allait bien. « Comment va-t-il? Ses examens se passent bien ?» Cette attention à sa famille touchait Camille profondément. Peu de gens s'intéressaient sincèrement à Pierre et à ses études. « Très bien, grâce à vous. Il m'a dit que vous aviez pris le temps de discuter avec lui de ses projets d'ingénierie. Il était très impressionné par vos connaissances. » Alexandre avait effectivement passé quelques minutes à parler avec le jeune homme la veille, découvrant en lui une intelligence vive et une ambition saine qui lui rappelaient sa propre jeunesse. « C'est un garçon remarquable. Vous devez être très fier de lui. » Camille rayonna de fierté, et cette expression illumina son visage d'une façon qui fit battre le cœur d'Alexandre plus vite. « Camille, » dit-il soudain, saisi par une impulsion qu'il ne put réprimer, « accepteriez-vous de prendre le café avec moi ce matin, dans le jardin d'hiver ?» Cette invitation qui brisait toutes les conventions sociales entre un propriétaire et son employé surprit Camille. « Êtes-vous sûr, monsieur? Ce ne serait pas approprié. » Alexandre sourit de sa préoccupation pour les convenances. « Les convenances peuvent attendre. J'aimerais simplement continuer notre conversation d'hier sur Balzac. Il est rare de rencontrer quelqu'un qui apprécie autant la littérature française. » Camille accepta, touchée par cette attention et curieuse de découvrir davantage cet homme qui se révélait si différent de l'image froide qu'elle avait eue de lui. Ils passèrent une heure délicieuse dans le jardin d'hiver, entourés de plantes exotiques et baignés par la lumière dorée du matin. Alexandre découvrit que Camille avait des opinions originales sur les auteurs qu'elle lisait, qu'elle possédait une sensibilité littéraire remarquable malgré son éducation interrompue. De son côté, Camille voyait enfin l'homme derrière le masque du milliardaire, un homme cultivé et passionné qui avait simplement appris à cacher sa vraie nature derrière des années de méfiance et de déception. Cette première conversation matinale devint une habitude secrète. Chaque jour, ils trouvaient un moment pour se retrouver, officiellement pour discuter de littérature ou d'histoire locale, mais en réalité pour savourer cette connexion unique qui grandissait entre eux. Alexandre commandait des livres spécialement pour Camille, prétextant qu'il complétait la collection de la bibliothèque. Camille, de son côté, commençait à attendre ces moments avec une impatience qu'elle n'osait pas s'avouer complètement. October apporta avec lui les couleurs flamboyantes de l'automne en Provence et avec elle une transformation subtile mais indéniable dans la relation entre Alexandre et Camille. Les conversations matinales dans le jardin d'hiver étaient devenues le moment le plus précieux de leurs journées respectives, un rituel secret qui les liait de plus en plus profondément. Alexandre se surprenait à compter les heures qui le séparaient de ces rendez-vous informels, tandis que Camille prenait un soin particulier à choisir ses tenues, se mentant à elle-même sur l'importance de ces détails. Leurs échanges littéraires
avait progressivement glissé vers des confidences plus personnelles, créant une intimité émotionnelle qui les troublait autant qu'elle les enchantait. Un matin particulièrement frais, Alexandre trouva Camille dans la bibliothèque, recroquevillée dans un fauteuil avec un châle autour des épaules, plongée dans un volume de poésie de Verlaine. La lumière automnale filtrait à travers les hautes fenêtres, créant un halo doré autour de ses cheveux châtains qui s'échappaient légèrement de son chignon. « Vous avez froid », observa-t-il en s'approchant. « Je vais demander qu'on rallume la cheminée. » Camille leva les yeux de son livre et Alexandre fut frappé par l'expression rêveuse dans son regard. « Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Je vais bientôt retourner à mes tâches. » Mais Alexandre avait déjà sonné pour demander du bois, et quelques minutes plus tard, un feu crépitait joyeusement dans l'âtre de marbre. « Quel poème lisiez-vous » demanda Alexandre, en s'installant dans le fauteuil adjacent, une proximité qui était devenue naturelle entre eux au fil des semaines. Camille rougit légèrement. « Chanson d'automne. Je sais que c'est peut-être cliché de lire Verlaine en automne, mais... » Alexandre sourit de sa gêne charmante. « Il n'y a rien de cliché à apprécier la beauté au bon moment. Voulez-vous me lire votre passage préféré ?» Cette demande surprit Camille, mais quelque chose dans le ton d'Alexandre, une sincérité qui n'avait rien de condescendant, la convainquit. D'une voix douce et mélodieuse, elle récita « Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. » Le silence qui suivit était chargé d'émotion. Alexandre regardait Camille avec une intensité nouvelle, touché par la mélancolie dans sa voix et par la beauté naturelle de son expression. « Vous lisez magnifiquement, » dit-il doucement. « Avez-vous déjà pensé à faire du théâtre ?» Camille rit, mais sans moquerie. « Une fille comme moi sur une scène, je ne pense pas que ce soit possible. » Cette réponse révéla à Alexandre à quel point Camille se sous-estimait, à quel point elle avait intériorisé les limitations que sa condition sociale lui imposait. « Pourquoi pas? Vous avez plus de grâce naturelle et de sensibilité que beaucoup d'actrices que j'ai vues. » Il était parfaitement sincère et Camille le sentit. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un lui faisait entrevoir des possibilités qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Ce jour-là, leur conversation fut interrompue par l'arrivée inattendue de Henri Beaumont, le cousin d'Alexandre et l'un de ses associés dans la gestion des vignobles. Henri était un homme dans la quarantaine, élégant, mais avec cette arrogance typique de l'aristocratie française qui n'avait jamais connu l'adversité. En découvrant Alexandre en conversation intime avec une employée, il ne put masquer sa désapprobation. « Alexandre, mon cher cousin, j'espère que je ne dérange pas. Une réunion de travail ?» Son ton suggérait clairement qu'il savait très bien qu'il ne s'agissait pas de travail. Camille se leva immédiatement, ramassant son livre et s'apprêtant à partir. « Je vais retourner à mes tâches, monsieur Beaumont. Merci pour la conversation. » Après le départ de Camille, Henri ne mâcha pas ses mots. « Qu'est-ce que tu fais, Alexandre ? Cette petite est très jolie, je te l'accorde, mais tu ne penses tout de même pas... » Alexandre sentit la colère monter en lui, non pas à cause des insinuations de Henri, mais parce qu'il se rendait compte qu'elle contenait une part de vérité qu'il n'était pas encore prêt à affronter. Camille est une lectrice remarquable. Nous discutons de littérature, rien de plus. Henri éclata de rire. De littérature? Mon pauvre Alexandre, tu t'es toujours compliqué la vie. Si tu veux t'amuser avec le personnel, c'est ton droit. Mais ne te raconte pas d'histoire. Ces mots blessèrent Alexandre plus profondément qu'il ne l'aurait cru possible. Non pas parce qu'il l'atteignait, mais parce qu'il réduisait Camille à un objet de divertissement. Camille n'est pas un amusement, Henri, et cette conversation est terminée. Le ton d'Alexandre était si froid que Henri comprit qu'il valait mieux ne pas insister, mais il avait planté une graine de doute qui allait tourmenter Alexandre pendant les jours suivants. Était-il en train de profiter inconsciemment de sa position pour séduire une jeune femme vulnérable? Cette pensée lui était insupportable, d'autant plus qu'il commençait à réaliser que ses sentiments pour Camille dépassaient largement l'attraction physique. Il était en train de tomber amoureux d'elle, de sa bonté, de son intelligence naturelle, de sa capacité à trouver la beauté dans les choses simples. Pendant plusieurs jours, Alexandre évita Camille, prétextant des voyages d'affaires et des réunions importantes. Cette absence soudaine troubla profondément la jeune femme qui se demandait si elle avait fait ou dit quelque chose d'inapproprié. Elle retourna à ses tâches habituelles avec une mélancolie qu'elle essayait de cacher, mais que Madame Rousseau remarqua immédiatement. « Vous êtes bien silencieuse ces temps-ci, ma petite », observa la gouvernante un matin. « Vous vous sentez bien ?» Camille assura que tout allait bien, mais son cœur lui disait le contraire. Elle avait pris l'habitude de ces conversations matinales, de cette connexion intellectuelle et émotionnelle avec Alexandre, et son absence créait un vide qu'elle n'avait pas anticipé.
Le retour d'Alexandre coïncida avec les premières pluies d'automne, des averses persistantes qui transformaient les jardins en tableaux impressionnistes. Un soir, alors qu'elle terminait de ranger la bibliothèque, Camille entendit des pas dans le couloir. Alexandre apparut à la porte, trempé par la pluie, ses cheveux collés à son front et ses vêtements dégoulinants. « Monsieur, vous êtes trempé !» s'exclama Camille, abandonnant immédiatement ses tâches pour aller chercher des serviettes. « Que s'est-il passé ?» Alexandre accepta les serviettes avec reconnaissance, encore troublé par sa propre imprudence. « J'inspectais les vignes sous la pluie. J'ai perdu la notion du temps. » En réalité, Alexandre s'était volontairement exposé aux éléments, cherchant dans l'inconfort physique un moyen d'apaiser le trouble émotionnel qui l'habitait depuis plusieurs jours. Mais en voyant l'inquiétude sincère dans les yeux de Camille, en sentant la délicatesse avec laquelle elle l'aidait à se sécher, il comprit que fuir ses sentiments ne servait à rien. « J'ai été absent ces derniers jours, » dit-il, en la regardant directement. « Nos conversations m'ont manqué. » Ces mots, prononcés avec une sincérité désarmante, firent battre le cœur de Camille plus vite. « À moi aussi, elles m'ont manqué, » avoua-t-elle doucement. Cette confession mutuelle brisa les dernières barrières qu'Alexandre avait essayé de maintenir. « Camille, » commença-t-il, sa voix chargée d'émotion, « je dois vous dire quelque chose. Ces dernières semaines ont été exceptionnelles pour moi. Votre compagnie, votre intelligence, votre bonté. Tout en vous me touche d'une façon que je n'attendais pas. » Camille sentit ses joues s'empourprer, mais elle ne détourna pas le regard. « Monsieur Alexandre », elle avait abandonné le « Monsieur Beaumont » formel depuis quelques semaines, et entendre son prénom dans sa bouche faisait toujours quelque chose à Alexandre. « Je ne sais pas quoi dire. Je ressens quelque chose aussi, mais nos situations sont si différentes. »« Oubliez nos situations pour un moment, » interrompit Alexandre en s'approchant d'elle. « Dites-moi juste ce que vous ressentez, sans penser aux conventions ou aux différences sociales. » Camille prit une respiration tremblante. « Je pense à vous, plus que je ne devrais. Quand vous n'étiez pas là, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose d'important à mes journées. » Cette honnêteté bouleversa Alexandre. Il tendit la main et caressa doucement sa joue, un geste si tendre que Camille ferma les yeux sous l'émotion. « Camille, » murmura-t-il, « est-ce que je peux ?» Elle ouvrit les yeux et hocha légèrement la tête, comprenant ce qu'il demandait. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser d'une douceur infinie, chargé de toutes les émotions qu'ils avaient retenues pendant des semaines. Ce baiser n'avait rien de passionné ou d'urgent, c'était une reconnaissance mutuelle, une promesse silencieuse, un aveu sans mots de ce qui grandissait entre eux. Quand ils se séparèrent, tous deux tremblaient légèrement, bouleversés par l'intensité de ce premier contact. Mais leur moment d'intimité fut brutalement interrompu par le bruit d'une porte qui claquait quelque part dans le château. Ils se séparèrent immédiatement, reprenant leurs rôles officiels, mais quelque chose d'irréversible venait de se passer. « Je ferais mieux de rentrer », murmura Camille, ramassant ses affaires avec des gestes incertains. « Pierre m'attend pour le dîner. » Alexandre hocha la tête, comprenant qu'ils avaient besoin de temps pour assimiler ce qui venait de se produire. « Bien sûr. Bonne soirée, Camille. » Mais au moment où elle atteignait la porte, il l'appela doucement. « Camille, ce qui s'est passé ce soir, c'était réel. Pour moi, c'était très réel. » Elle se retourna, et le sourire qu'elle lui offrit illumina son visage entier. « Pour moi aussi, Alexandre. » Cette nuit-là, ni l'un ni l'autre ne dormit beaucoup. Alexandre marchait dans sa chambre, revivant chaque moment de leur baiser, analysant chaque nuance de leurs échanges. Il était en train de tomber amoureux d'une femme qui travaillait pour lui, une situation qui défiant toutes les conventions de son milieu social. Mais pour la première fois depuis des années, il se sentait vivant, authentique, libéré des masques qu'il portait en permanence. Camille, de son côté, se repassait la soirée en boucle, touchant ses lèvres encore sensibles du baiser d'Alexandre. Elle savait qu'elle s'engageait sur un chemin dangereux, mais son cœur avait déjà choisi sa direction. Les semaines qui suivirent ce premier baiser furent une période de découverte mutuelle extraordinaire pour Alexandre et Camille. Leurs rencontres secrètes se multiplièrent, passant des conversations littéraires matinales à de longues promenades dans les vignobles au coucher du soleil, quand les employés étaient rentrés chez eux et que le domaine retrouvait sa tranquillité. Alexandre découvrait en Camille une femme d'une profondeur émotionnelle remarquable, capable de comprendre ses silences et de partager ses passions pour la terre et la tradition viticole. Elle l'écoutait parler de ses rêves pour le domaine avec une attention qui n'avait rien de fin, posant des questions intelligentes qui révélèrent sa capacité naturelle à saisir les enjeux complexes de son métier. De son côté, Camille s'épanouissait sous l'attention d'Alexandre comme une fleur longtemps privée de soleil.
Pour la première fois de sa vie adulte, quelqu'un s'intéressait à ses opinions, encourageait ses réflexions, lui faisait sentir qu'elle avait de la valeur au-delà de sa capacité à servir les autres. Alexandre lui avait offert l'accès à sa cave personnelle pour qu'elle apprenne à déguster les vins, et elle montrait une aptitude naturelle qui le fascinait. « Vous avez un palais remarquable », lui avait-il dit un soir, alors qu'elle identifiait correctement les notes de cassis dans un Cabernet Sauvignon de 2015. « Mon père avait raison de dire que l'appréciation du vin ne dépend pas de l'éducation formelle, mais de la sensibilité. » Mais leur idylle secrète ne pouvait pas rester invisible éternellement. Madame Rousseau, avec sa perspicacité de femme expérimentée, avait remarqué les sourires plus fréquents de Camille, sa façon de soigner davantage sa coiffure, le temps plus long qu'elle passait dans certaines pièces du château. Un matin, elle aborda directement le sujet avec une délicatesse qui surprit Camille. « Ma petite, je ne suis pas aveugle, et je ne suis pas votre mère pour vous faire la morale. Mais faites attention à votre cœur. Les hommes comme Monsieur Alexandre vivent dans un monde différent du nôtre. » Camille rougit mais ne nia pas. « Je sais, Madame Rousseau, je ne me fais pas d'illusions. » Mais son cœur lui disait le contraire. Un soir de novembre, alors que les premiers froids s'installaient en Provence, Alexandre prit une décision qui allait changer le cours de leur relation. Il avait préparé quelque chose de spécial, un moment qu'il espérait magique pour déclarer ses sentiments à Camille. Il l'avait invitée pour une dégustation privée dans ses caves, sous prétexte de lui faire découvrir des millésimes exceptionnels. Camille arriva à l'heure convenue, enveloppée dans le manteau de laine que Pierre lui avait offert pour son anniversaire, ses joues rosies par le froid automnal. « Bonsoir, Alexandre », dit-elle avec ce sourire qui illuminait maintenant ses soirées. « Bonsoir, ma belle », répondit-il, et ce terme d'affection la fit frissonner de bonheur. Les caves du château Beaumont étaient un labyrinthe de voûtes en pierre qui remontaient au XVIIIe siècle, où des milliers de bouteilles vieillissaient dans l'obscurité fraîche et humide. Alexandre avait aménagé un coin avec des bougies, une petite table avec du fromage local et du pain artisanal, créant une atmosphère intime au cœur de son domaine. « C'est magnifique », murmura Camille, impressionnée par la beauté mystérieuse de cet endroit qu'elle n'avait jamais vu. « 3 siècles de tradition familiale », expliqua Alexandre, en débouchant une bouteille de son meilleur château neuf du pape. « Mes ancêtres ont creusé ces caves pour que leurs vins puissent vieillir dans les meilleures conditions. » Ils dégustèrent plusieurs vins en silence, savourant non seulement les arômes complexes, mais aussi cette intimité partagée loin du monde extérieur. Alexandre observait Camille à la lumière dorée des bougies, remarquant la grâce de ses gestes quand elle portait le verre à ses lèvres, la concentration dans son expression quand elle analysait un vin. « Camille, » dit-il soudain, sa voix tremblant légèrement d'émotion, « il faut que je vous dise quelque chose d'important. » Elle posa son verre et le regarda, sentant l'intensité du moment. « Ces derniers mois ont transformé ma vie d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Vous avez apporté de la lumière dans une existence que je croyais condamnée à la solitude. » « Alexandre, » commença Camille, mais il leva la main pour l'arrêter. « Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je sais que nos situations sont différentes. Je sais que le monde nous jugera, mais je ne peux plus garder mes sentiments pour moi. » Il prit ses mains dans les siennes, et elle sentit le tremblement de ses doigts. « Je suis amoureux de vous, Camille, profondément, sincèrement amoureux. De votre bonté, de votre intelligence, de votre façon de voir la beauté dans les choses simples. Je sais que c'est fou, que c'est compliqué, mais c'est la vérité la plus pure que j'ai jamais ressentie. » Les larmes montèrent aux yeux de Camille, des larmes de joie et d'émotion pure. « Moi aussi je vous aime, Alexandre, » murmura-t-elle. « Je vous aime depuis ce matin où je vous ai trouvé en détresse et où j'ai découvert l'homme que vous cachiez derrière votre façade. Je vous aime pour votre passion, pour votre respect de la tradition, pour la façon dont vous me regardez comme si j'étais précieuse. » Cette déclaration bouleversa Alexandre au-delà des mots. Il se leva, l'attira dans ses bras et l'embrassa avec toute la passion qu'il avait retenue pendant des semaines. Ce baiser était différent du premier, plus profond, plus urgent, chargé de tout l'amour qu'ils venèrent de se déclarer. Camille répondit avec une ardeur qui la surprit elle-même, ses bras s'enroulant autour du cou d'Alexandre, comme si elle ne voulait plus jamais le laisser partir. « Je t'aime », murmura-t-elle contre ses lèvres, et entendre ces mots dans sa bouche fut comme une révélation pour Alexandre. « Et moi, je t'adore », répondit-il, caressant son visage avec une tendresse infinie. Main dans la main, ils remontèrent lentement vers le château, leurs cœurs battant à l'unisson. Alexandre guida Camille vers ses appartements privés, un territoire qu'aucun employé n'avait jamais pénétré en tant qu'invité. « Es-tu sûr ?» demanda-t-il, en s'arrêtant devant sa porte. Camille hocha la tête,
ses yeux brillants de détermination et d'amour. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose dans ma vie. » Il ouvrit la porte et l'emmena dans sa chambre où un feu crépitait déjà dans la cheminée, créant une atmosphère chaude et intime. Ce qui suivit fut une nuit de découverte mutuelle d'une beauté extraordinaire. Alexandre révéla à Camille les mystères de l'amour avec une patience et une tendresse qui effacèrent toutes ses appréhensions de jeune femme inexpérimentée. Il prit le temps de la rassurer, de la caresser, de lui murmurer des mots d'amour en français qui sonnaient comme de la poésie dans l'obscurité dorée de la chambre. Camille se donna à lui avec une confiance totale, découvrant son propre pouvoir de lui donner du plaisir, s'émerveillant de la façon dont leurs corps s'harmonisaient parfaitement, comme s'ils avaient été créés l'un pour l'autre. Ils s'endormirent enlacés, épuisés par l'émotion et la passion de cette nuit qui avait scellé leur amour. Mais leur bonheur était fragile, menacé par un monde extérieur qui n'accepterait pas facilement leur union. Car pendant qu'ils dormaient paisiblement dans les bras l'un de l'autre, Élise Moreau recevait un rapport détaillé de l'espion qu'elle avait placé dans l'entourage du château. Elle savait maintenant exactement qui avait contrecarré son plan de vengeance et sa colère était proportionnelle à sa soif de revanche. La guerre qu'elle s'apprêtait à déclarer à Alexandre et Camille serait sans merci. Au matin, quand Camille se réveilla dans les bras d'Alexandre, baignée par la lumière dorée du soleil provençal, elle se sentait transformée. Elle était maintenant une femme aimée et aimante, prête à affronter tous les obstacles que le monde pourrait dresser sur leur chemin. Alexandre, en l'observant dormir paisiblement contre son épaule, savait qu'il avait trouvé le sens de sa vie. Quoi qu'il arrive, il protégerait cet amour et cette femme extraordinaire qui avait redonné de la couleur à son existence. Les semaines qui suivirent cette nuit magique apportèrent un bonheur intense mais fragile dans la vie d'Alexandre et Camille. Ils vivaient leur amour dans la clandestinité, volant des moments d'intimité entre les obligations professionnelles et sociales qui régissaient leur existence quotidienne. Alexandre avait aménagé discrètement un petit salon privé dans l'aile ouest du château, où ils pouvaient se retrouver sans craindre d'être découverts par le personnel ou les visiteurs occasionnels. Ces rendez-vous secrets étaient devenus leur refuge, un espace où ils pouvaient être simplement un homme et une femme amoureux, loin des conventions sociales qui dictaient leurs rôles habituels. Un matin de décembre, alors qu'une fine couche de givre recouvrait les vignobles endormis, Camille se réveilla avec une nausée soudaine qui la prit par surprise. Elle attribua d'abord ce malaise à la fatigue de mener cette double vie émotionnellement épuisante, mais quand les symptômes persistèrent pendant plusieurs jours, accompagnés d'une sensibilité inhabituelle aux odeurs et d'un retard dans son cycle menstruel, elle commença à soupçonner la vérité. L'idée d'une grossesse l'effrayait autant qu'elle l'enchantait. Elle savait que cet enfant changerait tout, que leur secret ne pourrait plus être gardé longtemps, que les conséquences sociales seraient énormes. « Camille, tu as l'air préoccupée ces derniers temps », observa Pierre un soir pendant qu'ils dînaient dans leur petit appartement du village. « Tu te sens bien ?» Pierre avait maintenant 20 ans et avait développé une maturité qui permettait parfois à Camille d'oublier qu'elle était sa tutrice plutôt que simplement sa sœur. « Je vais bien, ne t'inquiète pas », répondit-elle. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas lui cacher longtemps son état si ses soupçons se confirmaient. Pierre était trop observateur et la connaissait trop bien pour être dupe de ses dissimulations. Le lendemain, Camille se rendit discrètement chez le médecin du village voisin, prétextant un contrôle de routine pour éviter les questions indiscrètes. Le docteur Moreau, un homme âgé et discret qui avait soigné sa famille pendant des années, confirma ce qu'elle suspectait déjà. « Félicitations, ma petite Camille. Vous êtes enceinte d'environ 6 semaines. » Le mélange d'émotions qui submergea Camille à cet instant était indescriptible. Joie pure à l'idée de porter l'enfant de l'homme qu'elle aimait, terreur face aux complications que cela impliquait, inquiétude pour l'avenir de cet enfant né d'un amour socialement impossible. Cette nuit-là, dans leur salon secret, Camille rassembla son courage pour annoncer la nouvelle à Alexandre. Il était en train de lire près de la cheminée, et la lumière dorée du feu éclairait son profil d'une façon qui serra le cœur de Camille. « Alexandre », dit-elle doucement, et quelque chose dans sa voix le fit lever immédiatement les yeux. « Il faut que je te dise quelque chose d'important. » Il posa son livre et s'approcha d'elle, remarquant la gravité inhabituelle de son expression. « Qu'y a-t-il, mon amour ? Tu m'inquiètes. » Camille prit ses mains dans les siennes, cherchant les mots justes. « Je suis enceinte, Alexandre. Nous allons avoir un enfant. » Le silence qui suivit cette annonce sembla durer une éternité. Alexandre regardait Camille avec une expression indéchiffrable, et elle commença à craindre sa réaction. Mais soudain, son visage s'illumina d'une joie si pure qu'elle en eut les larmes aux yeux.
Un enfant, murmura-t-il, ses mains se posant instinctivement sur le ventre encore plat de Camille. Notre enfant? Quand elle hocha la tête, il l'attira dans ses bras avec une tendresse bouleversante. Camille, ma merveille, c'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire. Je t'aime, je vous aime tous les deux. Sa réaction rassura immédiatement Camille, qui avait craint qu'il ne voie cette grossesse comme une complication. Épouse-moi, Camille, dit Alexandre soudain, se mettant à genoux devant elle dans un geste si spontané qu'il la prit au dépourvu. Je sais que c'est compliqué, je sais que ma famille va protester, que la société va juger, mais je m'en moque complètement. Je veux que notre enfant naisse dans un foyer légitime. Je veux que tu portes mon nom. Je veux passer le reste de ma vie à vous protéger et vous chérir. Il sortit de sa poche une bague ancienne, un solitaire diamant qui avait appartenu à sa grand-mère. Cette bague attend la bonne personne depuis la mort de grand-maman. Je sais maintenant qu'elle t'attendait. Les larmes coulèrent librement sur les joues de Camille. Oui, Alexandre, 1000 fois oui. Il glissa la bague à son doigt et elle s'ajusta parfaitement, comme si elle avait été créée pour elle. Ils s'embrassèrent avec passion, scellant leur engagement non seulement l'un envers l'autre, mais envers l'enfant qui grandissait déjà en Camille. Pour quelques heures, ils furent simplement un couple amoureux, planifiant leur avenir, oubliant les obstacles qui les attendaient. Mais leur bonheur fut brutalement interrompu le lendemain par l'arrivée inattendue d'Henri Beaumont, accompagné cette fois de la mère d'Alexandre, Marguerite Beaumont, une femme aristocratique dans la soixantaine qui incarnait toutes les traditions et préjugés de la haute société française. « Alexandre, dit-elle d'une voix glaciale en entrant dans le salon principal sans y avoir été invitée, Henri m'a rapporté des histoires très préoccupantes sur ton comportement récent. J'espère sincèrement qu'elles sont exagérées. » Son regard balaya la pièce avec dédain, comme si elle cherchait des preuves de la dégradation morale de son fils. « Bonjour, maman, » répondit Alexandre avec une politesse froide. « Si tu étais venu me voir directement au lieu d'écouter les ragots d'Henri, nous aurions pu avoir une conversation civilisée. » Marguerite s'installa dans le fauteuil le plus imposant de la pièce, établissant immédiatement sa domination territoriale. « Civilisée ? Il n'y a rien de civilisé dans le fait qu'un Beaumont s'abaisse à courtiser une domestique. Cette fille t'a-t-elle ensorcelé? As-tu complètement perdu la raison ?» Sa voix portait ce mépris de classe que Alexandre détestait depuis l'enfance, cette arrogance qui réduisait les êtres humains à leur statut social. « Camille n'est pas cette fille, maman. C'est la femme que j'aime et que j'ai l'intention d'épouser. » Cette déclaration provoqua un silence de mort, suivi d'un éclat de rire hystérique de Marguerite. « L'épouser? Alexandre, tu as vraiment perdu la tête. Un Beaumont ne se marie pas avec une employée de maison. Pense à notre réputation, à notre lignée, à l'héritage familial que tu es censé préserver. » Sa véhémence révélait à quel point cette perspective la terrifiait, mais Alexandre était déterminé à ne pas céder. « L'héritage familial sera préservé par l'enfant que Camille porte en elle, » annonça Alexandre, jouant sa carte maîtresse. Cette révélation figea Marguerite sur place, tous ses arguments préparés s'effondrant face à cette réalité. Un héritier Beaumont était en route, peu importait l'identité de sa mère. Henri lui pâlit en comprenant les implications légales et financières de cette situation. « Tu es sûr que l'enfant est de toi ?» demanda-t-il cruellement, provoquant une colère glaciale chez Alexandre. « Sors d'ici immédiatement, Henri, avant que je fasse quelque chose que nous regretterions tous les deux, » dit Alexandre d'une voix dangereusement calme. Henri comprit qu'il avait franchi une ligne rouge et battit en retraite, mais Marguerite resta, essayant une dernière tactique. « Alexandre, mon fils, je comprends que cette fille soit séduisante, mais épouse-la en secret. Installe-la quelque part avec l'enfant, assure-toi qu'il ne manque de rien, mais ne détruis pas publiquement notre nom pour une passion qui passera. Ma passion pour Camille ne passera jamais, maman, et notre mariage sera public et célébré comme il se doit. » Alexandre était inébranlable, et Marguerite comprit finalement qu'elle avait perdu cette bataille. En partant, elle lança une dernière menace. « Si tu persistes dans cette folie, Alexandre, tu risques de perdre bien plus que tu ne le crois. Il y a des gens qui n'hésiteront pas à utiliser cette situation contre toi. » Ces mots prophétiques prirent tout leur sens quand, quelques jours plus tard, Élise fit sa réapparition spectaculaire. Elle avait choisi son moment avec soin, attendant que la nouvelle de la grossesse de Camille et des fiançailles se répande dans les cercles sociaux de la région. Son plan de vengeance avait évolué. Puisqu'elle ne pouvait pas récupérer Alexandre par la force, elle allait s'assurer qu'il perde tout ce qui lui était cher. La guerre qu'elle s'apprêtait à déclarer serait plus subtile, mais infiniment plus destructrice que sa première tentative de manipulation. 2 ans plus tard,
Par une douce matinée de printemps provençal, Camille berçait tendrement sa petite Émilie dans le jardin fleuri du château Beaumont, désormais sa demeure légitime. Le soleil filtrait à travers les branches des oliviers centenaires, créant des jeux d'ombre et de lumière sur le visage paisible de l'enfant endormi. À 18 mois, Émilie avait hérité des yeux bleus perçants de son père et des cheveux châtains bouclés de sa mère, créant une combinaison d'une beauté saisissante qui faisait fondre le cœur de tous ceux qui la rencontraient. Alexandre s'approcha silencieusement, s'agenouillant près du fauteuil où reposaient sa femme et sa fille. « Comment va notre petit ange aujourd'hui » murmura-t-il en caressant doucement la joue de l'enfant. Camille sourit, ce sourire radieux qui n'avait fait que s'épanouir depuis leur mariage célébré dans l'intimité de la chapelle familiale, entourée seulement de Pierre, de Madame Rousseau et de quelques amis fidèles. Marguerite avait finalement accepté la situation quand elle avait rencontré sa petite fille pour la première fois. L'amour d'une grand-mère avait triomphé de ses préjugés sociaux. « Elle a dormi toute la nuit », répondit Camille, posant sa main libre sur son ventre légèrement arrondi, et son petit frère ou sa petite sœur semble déjà impatient de la rejoindre. Alexandre sourit en posant sa main sur celle de Camille, sentant sous leurs paumes jointes les premiers mouvements de leur deuxième enfant. Cette nouvelle grossesse, annoncée quelques mois plus tôt, avait comblé de bonheur cette famille qui avait surmonté tous les obstacles que la société et les circonstances avaient placés sur leur chemin. Élise avait finalement été neutralisée grâce à l'intervention discrète mais efficace de Pierre, qui avait réussi à rassembler suffisamment de preuves de ses tentatives de chantage et de ses manipulations pour la contraindre au silence définitif. Le jeune homme, diplômé ingénieur avec les honneurs grâce au soutien financier discret d'Alexandre, était devenu un frère et un beau-frère dévoué, protecteur farouche du bonheur de sa sœur. Il vivait maintenant dans l'aile est du château, gérant avec compétence la modernisation technique des installations viticoles. « Tu te souviens ?» dit Alexandre en s'installant dans l'herbe à côté de Camille, « de ce matin où tu m'as trouvé dans cette situation embarrassante. Si quelqu'un m'avait dit que cette humiliation se transformerait en la plus belle histoire d'amour de ma vie. » Camille rit doucement, se remémorant cette matinée qui avait changé le cours de leurs existences. « Moi qui pensais juste faire ce qu'il fallait faire, je ne savais pas que j'étais en train de sauver l'homme de ma vie. » Le bonheur qu'ils avaient construit ensemble résonnait dans chaque pierre du château, dans chaque rangée de vignes qui produisaient maintenant les meilleurs millésimes de l'histoire du domaine. Leur amour avait non seulement survécu aux épreuves, mais avait transformé et enrichi tout ce qu'ils touchaient. Les employés du château travaillaient avec plus d'enthousiasme sous la direction bienveillante de Camille, qui n'avait jamais oublié ses origines et traitait chacun avec le respect qu'elle-même avait toujours mérité. Émilie s'éveilla dans les bras de sa mère, ses petits yeux bleus s'ouvrant sur le monde, avec cette curiosité émerveillée de l'enfance. « Bonjour, ma princesse » murmura Alexandre, en prenant sa fille, qui lui tendit immédiatement ses petits bras avec un gazouillis joyeux. Cette scène de bonheur familial parfait était exactement ce dont il avait rêvé pendant toutes ces années de solitude, quand il croyait que l'amour véritable n'était qu'un conte de fées réservé aux autres. Alors que le soleil montait dans le ciel azur de Provence et que les senteurs de lavande embaumaient l'air du matin, Alexandre, Camille et leur petite Émilie savouraient ces moments précieux qui tissaient la trame de leur bonheur quotidien. Leur histoire prouvait que l'amour authentique peut surmonter toutes les barrières sociales, que la bonté du cœur vaut tous les titres de noblesse et que parfois, les plus belles histoires commencent dans les moments les plus inattendus. Cette famille unie face au monde était maintenant prête à accueillir un nouveau membre, à perpétuer ce bonheur qui avait transformé le château Beaumont en véritable foyer. L'héritage qu'ils allaient transmettre à leurs enfants ne serait pas seulement fait de vignobles et de traditions, mais surtout d'amour inconditionnel et de respect mutuel. Cette histoire nous rappelle que l'amour véritable ne connaît pas de frontières sociales et que la bonté du cœur triomphe toujours des conventions artificielles. Parfois, c'est dans nos moments de plus grande vulnérabilité que nous rencontrons les personnes qui vont transformer notre vie pour toujours. Et vous, mes chers auditeurs, avez-vous vécu des moments où un simple geste de bonté a changé le cours de votre existence? Partagez vos histoires dans les commentaires, car chaque histoire d'amour et de générosité mérite d'être célébrée. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires émouvantes qui réchauffent le cœur. Activez la cloche de notification pour ne jamais rater nos nouveaux récits. Et si cette histoire vous a touché, partagez-la avec les personnes que vous aimez. Que l'amour et la bonté illuminent votre chemin, mes chers auditeurs. À très bientôt pour une nouvelle histoire.